Alors un premier exemple d'utilisation fréquente de tableaux, ce sont les chaînes de caractères. Donc ici on a une chaîne de caractères. Donc une chaîne de caractères, c'est un tableau de char. Donc par exemple, char S, je vais en mettre 100, ça c'est un tableau de char. Un tableau de char seul, c'est pas une chaîne de caractères. Donc là je vais lui affecter une chaîne de caractères, je vais lui mettre bonjour, avec un anti-slash n. Alors la différence entre un tableau de char et une chaîne de caractères, c'est que la chaîne de caractères se termine par un anti-slash 0. Alors ici, il est implicite, on ne le voit pas, là non plus, mais il y est pourtant. Et cet anti-slash 0 sert à toutes les fonctions de traitement de chaîne de caractères pour connaître la fin de la chaîne. Parce que quand j'ai un tableau de char, je ne peux pas savoir, par exemple, où s'arrête le mot bonjour. Donc il y a une convention qui dit que, voilà, une chaîne de caractères se termine par le caractère anti-slash 0. C'est une sentinelle, on appelle ça une sentinelle. Alors là, par exemple, je vais transformer bonjour en bonsoir. Donc ça fait S de 0, 1, 2, 3, S de 3, S de 3 égale le caractère S, et S de 5 égale I. Voilà, alors maintenant je vais pouvoir faire un printf, donc %s de S. Je compile. Bonsoir. Donc voilà, donc ça fonctionne. Ce que je peux vous montrer, c'est que si on enlève l'anti-slash 0 qui est implicitement à la fin, on aura un résultat incertain. Donc ça dépend des situations. Donc ça dépend. Alors 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il est sur l'indice 8. S de 8. Je vais le remplacer par exemple par un anti-slash n. Voilà, donc là, le résultat, ça dépend. Ça dépend de ce qu'il va trouver en mémoire. Ce que printf, peut-être que par chance, j'ai un anti-slash 0 derrière et du coup, on ne verra pas de différence. Voilà, donc on ne voit pas de différence. Mais il y a un problème potentiel. Donc, par exemple, comment je pourrais faire pour le faire apparaître? Je vais... S de 9 égale 10/n. Voilà, je vais voir. Bon, je n'arrive pas à le faire apparaître là, mais ce qui est certain, c'est qu'une chaîne de caractères se termine. On va le faire, pour le faire apparaître, on va créer un autre tableau. Je vais prendre S2. Donc pareil, un tableau de char, donc S2. Je ne lui donne pas de taille et je vais faire égal et je vais l'initialiser. C'est-à-dire la taille sera déduite de son initialisation. Dedans, je vais mettre par exemple 3 lettres, A, B, en majuscule, C. Voilà, donc là j'ai un tableau de 3 caractères. Et cette fois-ci, je vais afficher S2. J'ai donc pas, cette fois-là, je n'ai pas de caractère anti-slash 0 à la fin. Voilà, donc vous voyez que là j'ai un problème. Donc voilà, donc c'est juste pour bien insister sur le fait qu'une chaîne de caractères se termine par anti-slash 0.
C'est ce qui fait la différence avec un simple tableau de caractères. Alors on sait, le traitement des chaînes de caractères n'est pas toujours très aisé. C'est beaucoup plus pratique en C++ avec la classe string, ou en C# également. Mais en C, on a quand même un ensemble de librairies qui vont nous aider. Alors à titre d'exemple, il y a déjà dans stdio, il y a la fonction fgets qui va permettre d'entrer du texte dans la fenêtre console. Ça permettra de donner à l'utilisateur la possibilité d'entrer du texte. Alors fgets prend comme premier paramètre un buffer, c'est-à-dire un tableau de char. Ensuite, elle est sécurisée, donc il faut dire quelle est la taille maximum, le nombre total de chars à ne pas dépasser. Et puis, stdin, ça c'est le dernier paramètre, c'est le fichier dans lequel on va chercher la chaîne entrée. Donc stdin, c'est un fichier qui est ouvert au lancement du programme quand on est en console. Donc voilà, ensuite je vais pouvoir afficher la chaîne. Donc là, le curseur va clignoter. On va demander... Alors ça, je vais le mettre en commentaire. Voilà. Il s'agit d'une erreur. Bien, alors, on va compiler pour voir. Alors, je vais rentrer quelque chose. Il fait beau. Voilà, alors ça, c'est pas dans le programme. Hein, là, pour l'instant, je suis en train de le taper. Et maintenant, je le récupère dans le programme. Et je peux l'afficher depuis le programme. Voilà. Alors, deuxième fonction importante, c'est strcpy, qui va permettre de faire des copies. Alors, cette fonction, elle prend en premier paramètre le buffer de destination. Donc là, je vais reprendre S. Pareillement, la taille maximum, pour le sécuriser. Et puis, la source. Alors, la source, ça peut être une autre chaîne de caractères dans le programme. Mais là, je vais prendre une constante chaîne de caractères. Je vais donner le nom d'un roman que je suis en train de lire. Donc, le disque rayé. Alors, ça, sinon ça passera pas. Anti-slash chaîne. Voilà. Un roman de science-fiction. Je compile. Alors, je vais l'afficher parce que sinon on verra rien. Je compile. Donc, je rentre quelque chose. Le disque rayé. Voilà. Donc, voilà deux fonctions qui peuvent être utiles. Alors, toutes les fonctions de traitement de chaîne de caractères, on sait, commence par str. Quand on tape ici, on peut en voir une. Par exemple, là, c'est pour faire une concaténation de chaînes, donc c'est-à-dire coller des chaînes les unes au bout des autres. Str compare, ça permet de comparer deux chaînes, savoir laquelle est la première dans l'ordre lexicographique. Donc il y en a pas mal, il y en a que je ne connais pas. strlen qui donne la longueur d'une chaîne, ça peut être pratique dans certaines situations, etc. Alors un deuxième exemple d'utilisation de tableau, cette fois à deux dimensions, c'est l'image bitmap ou, dans le domaine du jeu vidéo, le tilmap. Alors c'est très proche, les deux sont finalement assez proches. Donc je vais vous donner un exemple que j'ai tiré d'un jeu ou d'un test sur jeu. Donc voilà un terrain qui correspond à un niveau et qui est défini par une matrice de nombres. Alors j'ai mis tout à la suite. Il faut savoir qu'une matrice pour la machine, c'est un bloc continu de mémoire. C'est-à-dire quand on arrive à la ligne ici, c'est pour ça que je peux l'écrire comme si c'était un tableau à une seule dimension, au niveau de l'initialisation ici. Parce que quand j'arrive à la fin de ma ligne, ici, l'élément suivant se trouve en mémoire juste derrière, en fait, dans le prolongement. Il n'y a pas de trou.
Et voilà, il n'y a pas de saut, c'est en mémoire pour la machine, c'est comme si c'était une seule longue ligne de int ici en l'occurrence. Alors, le tilmap, voilà typiquement un exemple de tilmap. Chaque numéro va correspondre à un petit carré d'image. Hein, et ensuite, on va recomposer l'image totale en remplaçant les numéros par les images réelles. Donc en 0, je suppose que je dois avoir de l'herbe ici. En 1, ça doit être quelque chose comme du mur. En 2, peut-être, je sais pas, de la rivière ou du quelque chose. Enfin voilà. Donc c'est un peu le principe de ce qu'on appelle le tilmap. Alors c'est pratiquement la même chose qu'une image bitmap. Hein. Une image bitmap, ça sera exactement la même chose. C'est-à-dire une matrice à 2 dimensions. Donc une matrice de nombres dont chacun correspondra à une couleur. Alors là, par exemple, ça serait, admettons que ce soit maintenant une bitmap, bon, bah, ça serait des couleurs. 0, en général, c'est le noir. Bon, là, il faudrait que ce soit en 8 bits, et 2 correspondra à l'indice d'une couleur dans une palette, enfin voilà. Bon, je ne vais pas approfondir plus sur la notion d'image bitmap, mais c'est exactement le même principe. C'est-à-dire, j'ai une matrice, donc un tableau à 2 dimensions de nombres, et chaque nombre code une couleur, et ce codage peut s'effectuer de différentes façons. Donc voilà un deuxième exemple d'utilisation classique de tableau. Alors un autre exemple d'utilisation de tableau à plusieurs dimensions consiste à localiser quelque chose à partir de plusieurs dimensions. Donc par exemple, un voyageur dans un train. Il est dans une ville. Dans cette ville, il y a plusieurs gares. Dans chaque gare, il y a des trains. Dans chaque train, il y a des wagons. Et à chaque wagon, il y a un certain nombre de places. Et finalement, chaque élément correspond à une dimension qui permet de localiser quelqu'un dans un train, dans un wagon. Alors, on peut le modéliser comme ça. Donc, du coup, je vais avoir un nombre de gares. Bon, je ne fais pas les villes, mais je fais un nombre de gares. Par exemple, je vais avoir 4 gares. Je vais avoir pour chaque gare un nombre maximum de trains. Bon, par exemple, 100 trains. Je vais avoir un nombre de wagons. Par exemple, 15. 15 wagons maximum par train. Je vais avoir un nombre de places pour chaque wagon, un nombre de places maximum, donc par exemple 50. Voilà, just define. Voilà. Donc, avec ça, je vais définir un tableau que je vais appeler voyageur, qui sera un tableau de char, et je pourrais stocker le nom de mes voyageurs. Alors, char voyageur, donc gare. Première dimension, ça sera la gare. Seconde dimension, ça sera le train dans la gare. Troisième dimension, le wagon dans le train. Et quatrième dimension, la place occupée par la personne dans le wagon. Alors la cinquième dimension, c'est l'ensemble des caractères dont je vais avoir besoin pour stocker par exemple le nom de mon voyageur. Pour l'écrire, je suis obligé d'utiliser une fonction, donc strcpy-s, et je vais lui passer un tableau de 80 caractères. Alors en fait, ici j'ai gare, fois train, fois wagon, fois place, tableau de 80 caractères. Hein, donc ça, du coup ça fait voyageur. Alors je sais pas, il prend un train à la gare du Nord. Tiens, je vais faire un enum. Donc Nord, pour la gare du Nord à Paris, la gare de l'Est, la gare d'Austerlitz, voilà, et zut, il faut que je le mette en majuscule, et puis la gare Montparnasse.
Voilà, donc, admettons qu'il prenne son train à la gare du Nord. Il va prendre le train numéro 5. Dans le train numéro 5, il sera au wagon numéro 3. Dans le wagon, il occupera la place numéro 7. Voilà. Donc ça, c'est un tableau de 80 caractères. Et mon personnage s'appelle Alphonse Daudet. Voilà. Alors, si je lance, je vais quand même avoir un problème qu'on ne verra pas à la compilation. Bon, là, strcpy-s non défini, fastoche, on a juste qu'à faire le dièse include de string.h. Je reprends. Donc là, j'ai aucun avertissement, aucune erreur. Par contre, je suis pas sûr que ça marche. Ça marche pas. Le problème qui se pose, c'est que le tableau, là, il est trop grand. C'est un peu la limite des tableaux statiques. C'est-à-dire que il y a une taille maximum, alors malheureusement je ne la connais pas, mais qui est définie par la machine. Et là, nous excédons cette taille. D'où l'intérêt d'ailleurs des tableaux dynamiques, parce que là, il y a plus de problème avec un tableau dynamique. Donc, pour pouvoir, quand même, sur le principe qui nous intéressait, c'est-à-dire d'avoir plusieurs dimensions pour localiser quelque chose, ça reste vrai, mais on va devoir travailler avec un tableau plus petit. Donc je vais prendre un tableau de 10 par 10 par 10 par exemple, 10 caractères, oui, et 80 caractères toujours, et ça devrait fonctionner. Je vais faire le printf de mon voyageur. Voilà, et je vais mettre un anti-slash n pour aller à la ligne. Voilà. Voilà, cette fois-ci, ça fonctionne. Donc voilà comment localiser quelque chose à partir d'un tableau à plusieurs dimensions. Ici, j'ai gare fois train fois wagon fois place, tableau de 80 caractères. Donc effectivement, ça fait quand même pas mal. À la fin du cours, je vous proposerai de réaliser un projet, un jeu vidéo, entre 1500 et 2000 lignes. 2000 lignes, ça serait très bien. Et donc là, vous serez obligé d'utiliser des tableaux, il n'y aura pas d'autre solution. Alors, pour la mise en pratique maintenant, j'ai quand même des propositions à faire, mais ça vaudra peut-être le coup de se concentrer plutôt sur le projet après. Donc après, je sais qu'en cours, j'insiste pas trop parce que en général, quand on arrive à ce moment, il n'y a plus trop de temps, et ce qui fait que les étudiants ont besoin de travailler sur leur projet. Cela dit, j'ai quelques propositions sympas, donc si jamais il y en a qui vous intéressent, ne vous en privez pas. Donc celle-ci, donc à propos des chaînes de caractères. Ça, c'est un exercice typique qui était proposé à l'école d'ingénieurs l'ECE à Paris, qui l'est peut-être encore d'ailleurs, pour les prépas scientifiques, hein, donc première, deuxième année, et ceux qui font du développement informatique. Voilà. Alors, donc c'est du traitement de chaîne de caractères, hein, vraiment typique, convertir en majuscules, en minuscules, etc. Donc l'exercice 2 est amusant. C'était en fait une vraie demande au départ de quelqu'un qui faisait du réseau. Et donc voilà, un générateur de mots de passe aléatoire. Il faut créer un générateur de mots de passe aléatoire et répondre aux obligations suivantes là.
Alors ensuite, l'exercice 3 est un petit peu plus orienté jeu. Donc c'est une lettre Monsieur A qui se déplace dans une aire de jeu et il ramasse des lettres de couleur qu'il trouve afin de constituer une phrase qui se trouve disséminée sur le sol et doit la reconstituer. Et à chaque fois qu'il trouve une lettre qui va bien, elle se met derrière lui, ce qui fait qu'il constitue une chenille. Voilà. Donc là, c'est pas mal parce qu'au niveau algorithmique, ça va pas de soi. Et il faut quand même réfléchir. Alors là, vous aurez sans doute besoin d'un papier et d'un crayon. Je ne connais pas d'informaticien qui n'ait pas à côté de lui un brouillon, papier, crayon, gomme, pour arriver à faire quelque chose pour poser les idées, pour essayer de voir comment faire. On est obligé. Alors l'exercice 4, c'est le pendu. Bon, un jeu assez classique que vous pouvez refaire. Donc, en mode console, il faut voir. On peut le faire avec les fonctions GoToXY et TextColor qu'on a vu. Ce sera peut-être quand même plus simple. L'exercice 5, c'est un générateur automatique de texte. Alors l'idée, c'est de créer des modèles de phrases, des moules à phrases en quelque sorte, ce qu'on appelle en fait des proto-phrases. Alors il faut savoir que les générateurs de texte ont été un enjeu de recherche à l'université, et le sont peut-être encore, c'est toujours intéressant. Alors à la fois d'un point de vue artistique, ou créatif, ou poétique, mais parfois peut-être pour aller plus loin, pour voir si on peut créer du texte sur des sujets. Alors là ça devient vraiment difficile. Donc là l'idée c'est d'avoir un modèle de phrase, une proto-phrase, simple, du type nom, adjectif, verbe et nom, et puis de les organiser, de faire des tirages aléatoires dans chacune de ces rubriques pour constituer des phrases. Alors je vous préviens, c'est assez marrant, c'est très intéressant à faire en fait, et on s'aperçoit que la langue résiste énormément, la langue est pas du tout... comment dire, elle n'est pas informatique, la langue est vraiment vivante, donc elle ne se laisse pas manipuler techniquement aussi facilement que ça. Alors, ensuite, encore un exercice ici, où là on a un mot qui va se trouver disséminé dans un ensemble de lettres, comme ça, il faut essayer de le retrouver, chose comme ça. Et puis celui-ci, vraiment c'est de la manipulation de listes et de mots dans des listes de mots. Voilà, donc ça c'est pour les chaînes de caractères. Alors maintenant, pour les tilmaps ou les exemples de bitmap, comme on a vu tout à l'heure, alors il y a un exercice pareil qui est proposé à l'ECE, donc école d'ingénieurs, qui est pas mal du tout. Il s'agit de faire une pseudo-matrice, en fait, une pseudo-image en quelque sorte, qui serait en 256 couleurs, c'est-à-dire que les couleurs sont numérotées de 0 à 255. On remplit l'image avec des valeurs aléatoires. Voilà, donc on essaie de respecter la forme rectangulaire. Et puis ensuite, on fait l'histogramme de l'image. Donc l'exercice explique ce que c'est qu'un histogramme, c'est-à-dire une analyse en quelque sorte en fonction des couleurs. Une binarisation, c'est-à-dire on ramène tout l'ensemble des couleurs à 2 couleurs essentiellement, avec un seuil à partir duquel on bascule soit sur le blanc, soit sur le noir. Voilà, donc c'est un exercice qui est pas mal. Le 9, alors... le 9, qu'est-ce que c'est que le 9 ? On reprend en fait l'idée de la technique du tilmap et on essaie de s'en emparer en mode console pour constituer des terrains. Et ça peut être intéressant, ça fait une bonne introduction pour ce qui se passe en mode graphique, parce que en mode graphique ce sera exactement la même chose, sauf qu'on aura des images au lieu d'avoir des lettres pour l'affichage. L'exercice 10, essayer de fabriquer une guirlande électrique. Alors je suis pas sûr là qu'on ait besoin d'un, je sais pas, je l'aurais pas forcément fait avec un tableau à plusieurs dimensions, faut voir.
Ce sont des idées de départ, hein. Après, une fois que vous êtes parti sur un travail, vous pouvez le faire à votre idée, à vous, hein. Si même vous avez de nouvelles idées qui apparaissent, il ne faut pas vous en priver, hein. Donc voilà, donc il y a encore quelques propositions. Et pour la localisation, là j'en ai beaucoup moins. Et j'ai un exercice que j'emprunte aussi au travail que je faisais à l'ECE, avec pas tout seul, avec d'autres. C'est pas moi qui ai créé cet exercice d'ailleurs à l'origine. Et voilà, donc c'est des mesures dans un laboratoire et on doit les classer en fait et les archiver. Il faut trouver une structure de données qui coïncide bien avec ça. Donc voilà un ensemble de propositions.